Bonsoir les Itata, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ces Affaires Nous. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui aide ceux qui aident les autres. Bonsoir Gabrielle Kounali. Bonsoir Jean-Marc Romel, merci de cette invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, est-ce que c'est une partie de votre réalité? Vous aidez ceux qui aident les autres? Oui, tout à fait. Je suis moi-même aidante depuis 7 ans et j'ai choisi, par rapport à mon expérience et aussi à des connaissances que j'ai pu acquises durant ces 7 ans, de les partager et d'aider les autres à ne pas vivre ce que moi j'ai dû vivre dans l'urgence. Alors, vous aidez les aidants, mais on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, pas uniquement par rapport aux personnes âgées dépendantes. On verra qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin d'aide en fait, oui. chez nous et elles sont de plus en plus nombreuses. Malheureusement, oui, tout à fait. Alors, on va retracer d'abord votre parcours, le parcours de l'enfant et de la femme, Gabrielle Kounali, à travers la rubrique Kimounouye. Alors, si vous deviez vous présenter la femme Gabrielle Kounali, comment est-ce que vous le feriez? Alors, je dirais déjà que je m'appelle Gabrielle Christine Alice Kounali, pour être sûre qu'il n'y en ait qu'une seule. J'ai 44 ans, je ne cache pas mon âge, je l'assume. Je suis martiniquaise de Fort-de-France et je suis une personne au service des autres et surtout de la joie. Avant de retracer votre parcours, comment est-ce que vous auriez décrit en fait ce parcours tel que vous l'avez vécu depuis petite? Alors, ce parcours est un parcours au service des autres qui est né en fait de mon éducation et un parcours surtout ancré dans la réalité, dans les résultats. Je veux vraiment voir les gens, mes compatriotes, mes proches être bien, surtout qu'on est dans une belle île et qu'il y a les ressources de nous permettre d'être bien au quotidien. Alors, vous l'avez dit, vous vous sentez profondément martiniquaise, oui. Mais ça ne vous a pas empêché de beaucoup voyager. On va aussi le voir à travers le parcours. Tout à fait. J'ai beaucoup voyagé et ça m'a justement permis de prendre conscience de la valeur de ce qu'être martiniquais, de ce que notre pays nous donne, même quand on est loin, parce qu'on l'emporte avec nous. On a chacun une partie de la Martinique en nous. Et j'ai effectivement voyagé pour mes études. J'ai vraiment voulu rester ici, mais j'ai quand même dû partir sur Paris. Comme beaucoup se reconnaîtront, je suis partie 4 ans et j'en ai fait 12. Et aussi, j'ai vécu aussi au Québec et j'ai voyagé dans la Caraïbe. Et puis mes grands-parents m'ont fait aussi voyager quand j'étais plus jeune. Alors, on va commencer par une première photo où on va découvrir la jeune Gabrielle. Je vous laisse la décrire. Alors, salut, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Alors, c'était pour la remise des prix au collège. Et j'avais effectivement reçu le prix du conseil général. Et comme on le voit à l'écran, il y a Tidolphine et le Philippe Beauvert et mon premier livre de la Terre qui m'ont été offerts parce que j'avais eu de très bons résultats cette année au collège. Et toujours élevé par mes grands-parents, donc qui étaient enseignants et qui ont voulu effectivement ancrer mon éducation avec de la littérature locale, des contes locaux déjà de le jeune âge, parce que c'est important. Vous avez grandi, vous l'avez dit, avec vos grands-parents. Oui. Vous avez grandi dans quelle commune? Fort-de-France également? Oui, précisément à Redoute. Donc, je mets bien cette photo-là parce qu'on voit maintenant la construction derrière du lotissement qui ne ressemble pas du tout à ça. Et c'est important pour moi, cette photo, de montrer comment notre pays évolue et puis surtout comment on peut rester ancré dans ses valeurs alors qu'il y a du changement, que les choses peuvent changer, mais on peut avoir des choses, un socle. À l'époque, on avait une littérature qui était plutôt, on va dire, occidentale. On n'avait pas énormément d'ouvrages locaux, faisant référence notamment à notre culture. Et là, c'était un des premiers, en fait, et vous avez l'air effectivement très fier d'avoir reçu ce prix. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, on est encore plus fier quand on les reçoit plus âgés, mais c'est vrai que c'est déjà une récompense. Surtout que cette photo montre bien effectivement ce que vous disiez sur la différence de culture et de littérature, mais qu'on peut marier déjà les deux et qu'il y avait déjà une démarche en ce sens, notamment avec le Conseil général, qui voulait justement montrer que notre pluralité, notre mixité. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance, puis de votre adolescence? Je garde de très bons souvenirs. Moi, j'ai un souvenir en particulier qui était, je voulais une piscine. Ma grand-mère m'a jamais dit non.
Elle n'est pas partie chercher la plus grande bassine qu'elle avait. Elle a mis de l'eau dedans, elle a laissé au soleil. Elle m'a dit, tiens, ma chérie, voilà ta piscine. Et en fait, c'est une enfance Redoute, c'est entre la ville et la campagne. J'avais des grands-parents, bien sûr, enseignants, mais qui avaient un jardin créole. Donc, c'est vraiment un mélange, donc toujours, oui, parce qu'on croit toujours que les enseignants, c'est des élitistes et tout ça, mais il y a toujours ce rapport à la terre, à la réalité, surtout utiliser ses mains, utiliser ce qu'on a apporté de main pour pouvoir s'en sortir. Le fait d'avoir grandi avec vos grands-parents, d'avoir été élevé par eux, il y a une notion de transmission dont vous avez clairement profité. Oui, complètement. Parce que je suis contente de dire que maintenant, je sais c'est quoi un topinambour. Maintenant, on ne trouve qu'au marché. D'avoir aussi eu cette simplicité. Parce qu'on m'a souvent traitée de bourgeoise par rapport au fait que j'ai grandi c'était comme les avocats, les enseignants, c'était des professions très bien vues. Et contrairement à maintenant, où on a tendance à malheureusement les maltraiter, les insulter, etc. Mais je garde un souvenir vraiment merveilleux de cette période et de cette richesse. Ensuite, comment s'est déroulée votre adolescence? Vous étiez au collège de Corridon, c'est oui, ça? C'est ça. Voilà. Alors, on était un quartier très soudé. Moi, j'étais dans une maison, il y avait un lotissement, il y avait le voisin en face, il n'y avait pas de téléphone. Enfin, on ne prenait pas le téléphone, on disait viens chercher ça pour tes parents, j'ai des pommes d'eau. Ah, ben, tu ne vas pas monter les mains vides, je vais donner des avocats. Et j'ai vu l'évolution. À un moment, on était tous dehors les après-midi. Et puis, quand les Atari sont arrivés, on a commencé, les jeux vidéo, on a commencé à voir le quartier un petit peu se vider. Et puis, il y avait aussi les soirées. Voilà, donc on a été, même quand après on est parti au lycée, on gardait toujours les liens. Donc, on a toujours essayé de garder des liens et de savoir ce qu'on devenait. Comment s'est forgée la personnalité de la jeune Gabrielle Kounali? Alors, ma personnalité s'est forgée beaucoup à travers l'exemple que me donnaient mes grands-parents au quotidien. Je pense que mes compétences aujourd'hui en organisation sont beaucoup issues de ma grand-mère, juste dans l'exemple. Et puis aussi à travers mes amis, les personnes que je fréquentais. Mon meilleur ami a beaucoup contribué à la femme que je suis aussi. Mes relations aussi avec les hommes, parce que j'ai été dans des postes à la direction, on parle souvent de cette problématique, mais je pense qu'il y a eu beaucoup, comme aux Antilles, hein, cette espèce d'écosystème de la famille, des amis qui vous forgent. Et puis les lectures que j'avais me permettaient aussi de pouvoir me forger un caractère, une personnalité, des avis sur beaucoup de sujets. Vous vous êtes dirigé vers quelles études ensuite Alors, j'ai voulu connaître, parce que j'entendais beaucoup mon grand-père parler des fleuves et des ruisseaux de France à travers un poème. Moi, je suis plutôt restée sur... je suis née dans une île amoureuse du vent. Daniel Tally. Tout à fait. Je me suis orientée, en fait, avant de partir, j'ai vraiment essayé de rester sur des études au campus. J'ai fait un doc d'anglais, spécialisation Caraïbes. Donc, j'ai voulu connaître cette histoire. On avait un planisphère à la maison et j'ai eu un choc parce que mon monde, pour moi, c'était d'abord la maison. Et puis ensuite, quand vous voyez que vous n'êtes que le point sur la carte, vous faites... je vais chercher ce qui se passe dans les îles à côté, comprendre comment on a été créé, formé, comment on a été... En plus de ce que j'avais déjà comme parcours que tout le monde connaît depuis le primaire et le collège. Et vous êtes parti tout de suite donc, sur la France hexagonale? 2 ans après, oui, je suis partie. Donc le DUG ici et ensuite vous êtes parti? Voilà, je suis partie puisque je voulais d'abord apprendre l'anglais. Et au campus, je remercie d'ailleurs le campus de nous avoir permis d'avoir un Canadien, une Jamaïcaine, pour l'histoire des États-Unis. Donc on avait tout ça. Donc on n'est pas toujours obligé de partir pour avoir accès à ce savoir. Et je suis partie effectivement continuer à améliorer le quotidien des gens à travers des études d'architecture d'intérieur et de communication. Que vous avez réalisé dans quelle ville? Alors, à Paris. Je suis restée essentiellement à Paris. D'ailleurs, on m'a demandé « Comment tu fais ?» Il a fallu que je parte en province pour comprendre effectivement que la vie en province était peut-être plus douce, mais ça forge aussi. Ça te permet de devenir peut-être plus résiliente et puis de réaliser qu'on est peut-être forgé à la dure, parce que j'ai été aussi victime de racisme. D'ailleurs, on m'a dit « Comment vous avez fait pour avoir un DUG à 19 ans alors que vous avez la mère ?» J'ai fait à un moment, vous regardez la mère, vous regardez le prof et vous faites un choix.
Mais ce sont des choses qui ont contribué aussi à durcir, à vous permettre de vous forger cette personnalité, parce qu'on va voir, vous avez eu ensuite un parcours assez remarquable. Oui, j'ai provoqué en fait j'ai provoqué en fait mes opportunités. On a la chance, au lycée, on avait des rencontres avec des professionnels et j'ai beaucoup écouté, notamment les architectes, dire on est de très bons architectes, mais il faut aussi qu'on devienne aussi des gestionnaires d'entreprise parce que c'est une entreprise. Donc il y a eu beaucoup d'échanges avec les socioprofessionnels et c'est tout ça puis ma mère est sur Paris. Donc, elle m'a aussi partagé son expérience. Donc, j'avais déjà donc, l'accompagnement de mes grands-parents. Et sur Paris, j'avais l'accompagnement de ma mère. Et cette expérience qu'elle avait déjà de Paris, elle a pu justement m'ouvrir et me dire attention à ci, attention à ça. Vous avez exercé comme architecte d'intérieur pendant combien de temps? Alors, j'ai exercé pendant 7 ans, notamment pour les professionnels. Donc, vous commencez orientée par mes professeurs, parce que j'ai eu la chance de faire de l'alternance dans le secteur du mobilier de bureau, donc pour des grandes entreprises comme Messier Bugatti, aujourd'hui c'est le groupe Safran, Messier Doty, Messier Bugatti, la Sagem, Orange, l'armée de l'air, voilà. Donc j'ai connu les grandes entreprises, des entreprises de tout secteur, et aussi des indépendants et des entreprises de plus petite taille. Et ensuite, après ces 7 ans comme architecte d'intérieur, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, après ces 7 ans, j'ai été sollicitée. Alors, j'ai voulu faire une pause, fortement conseillée aussi par le Pôle emploi qui m'a dit « vous n'êtes pas du tout arrêté ». Et puis, j'ai été recrutée, alors d'abord dans un partenariat. J'ai eu la chance, en fait, de collaborer avec Michel Jean-Baptiste, qui est d'origine martiniquaise, qui est une avocate en droit international et en droit des affaires. Et on a commencé à collaborer. Et puis, je suis devenue directrice de communication pour son cabinet d'avocats. Et après, elle a ouvert son capital et je suis devenue une des associées. Et on va voir que vous avez encore évolué avec la photo suivante. Puisque là, on est dans un registre qui est, bon, certes, c'est de la communication, mais pas tout à fait la même. Alors, c'est vrai. Donc, on a effectivement Michel Jean-Baptiste qu'on peut voir. Ensuite, donc cette photo, pour être précis, je recite. Donc, c'est mon retour en Martinique, où justement Michel avait participé au premier networking en Martinique avec Martinique Entreprise, qui présentait, donc créé par Luc Bazeli, moi au milieu. Oui, j'avais des cheveux lissés à cette époque, j'avais quelques kilos en moins, et Marc Lesdema et toute son équipe, d'ailleurs Katie, que je reconnais, Katie Gérard, que je reconnais, c'était l'équipe du premier Startup Weekend en 2012 en Martinique, en partenariat avec Google, notamment Orange, la Chambre de commerce, qui était le premier. Donc, c'était créer son entreprise en 54 heures. Voilà. Et là, vous aviez déjà un petit peu dévié, entre guillemets, vers la communication digitale? Oui, puisque au sein du cabinet donc, de Michel, j'étais devenue directrice de communication dans le digital, c'est une de ses spécialités. Elle a beaucoup d'ouvrages d'ailleurs en ce sens. Et je commençais déjà j'ai créé d'ailleurs toute sa communication sur les réseaux puisqu'on ne la connaissait pas sur les réseaux. Ça m'a pris 2 ans pour lui créer son image et son identité en ligne. Ce séjour, cette séquence en Martinique a duré combien de temps? Parce qu'on va le voir, vous n'êtes pas resté très très longtemps. Non, je suis repartie, effectivement. Je suis arrivée en 2010. Je me suis d'abord posée pendant 2 ans, recréer des contacts, recréer un réseau. Donc, je suis restée, en fait, jusqu'en 2015, fin 2015. Et on va le voir, vous êtes ensuite partie, vous allez le dire, on va voir sur la photo suivante. Vous avez fait une expérience en Amérique du Nord, on va dire. Oui, je remercie d'ailleurs le fiel de ma grand-mère pour ça. Ouais. Toujours une question de réseau. Alors, expliquez-nous, racontez-nous cette photo. Alors, je suis partie effectivement au Canada pour contribuer à un projet de création d'une chambre de commerce au Canada pour la Caraïbe, donc archipel des Caraïbes. Et pendant une partie en fait, de mon immigration, vous ne pouvez pas travailler. Donc, je suis devenue bénévole au sein d'une association qui est devenue une fondation, Vivre sans fibrome, qui est une association créée par Aïssatou Sidibé, qui est une infirmière, et qui contribue à éviter l'errance médicale pour toutes les femmes atteintes, toute origine confondue, atteintes de fibrome, comme on a cette particularité aussi en Martinique, on a tendance à vouloir tout de suite
enlever l'utérus des femmes. Et grâce à cette association, j'ai appris qu'il y avait d'autres alternatives. Moi-même, j'ai eu la chance de ne pas perdre mon utérus, d'avoir une autre approche moins intrusive, localement, qui était moins connue. Oui. Et j'ai contribué j'ai continué surtout à m'informer sur ce qu'il y avait, parce que c'est important de pouvoir découvrir. Et cette photo est à l'image de ce qu'est le Québec. C'est-à-dire, on peut créer dans tout ce qu'on veut, dès qu'on a de la volonté. Le monde associatif répond souvent à des problématiques gouvernementales. Et j'étais avec des femmes et j'ai découvert des produits locaux, des choses intéressantes. Et puis, cette capacité qu'ont ces femmes-là à entreprendre en plus de leur activité. Le Québec en lui-même, donc vous étiez à Montréal? Tout à fait. Comment est-ce que vous avez été reçu et comment est-ce que vous-même vous êtes intégré? Alors, j'ai été très bien reçue au Québec. Par contre, j'ai eu un moment où je me suis demandé qui je suis, parce qu'à un moment, à tellement vouloir s'intégrer, on peut parfois oublier qui on est. Et je me suis rappelé que mon identité faisait ma richesse et qu'on ne me demandait pas d'oublier qui j'étais, mais juste de respecter un certain nombre de règles. Par exemple, il faut savoir qu'au Québec, les gens font la queue quand ils vont prendre le bus ou le métro, et on dit toujours, oui, dès que vous envoyez un qui essaye de faire à côté, c'est les maudits français. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle mauditsfrançais.ca. Voilà, donc, mais et puis ils sont gentils, ils sont avenants, et surtout, ils vous laissent entreprendre. Après cette période de bénévolat, parce que vous disiez vous étiez obligé de passer par là, on va voir sur la photo suivante que vous avez eu une activité professionnelle également au Canada, au Québec. Oui. Alors, cette photo montre bien qu'on peut être loin. Alors, je pense que c'était peut-être l'anticipation de notre confinement. Donc là, on était en 2000... là, on était quand même déjà un petit peu loin. On était déjà quand même entre 2018. C'était le premier stage international entre une chef d'entreprise martiniquaise, donc Gladys Pinville, que je remercie d'ailleurs pour cette photo, et moi-même, donc sur le marketing digital. Je lui ai permis, en fait, avec la complicité du Pôle emploi Martinique, de pouvoir faire son stage intra-entreprise à distance. Et voilà, donc en aménageant des pauses régulières par rapport au travail sur le camp, mais ça a permis de lui permettre d'avoir une approche internationale tout en restant en Martinique. Et cette promotion économique de la Caraïbe dont vous aviez été en partie chargée, comment elle s'est déroulée? Alors, il faut savoir que comme j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, donc j'ai beaucoup cette partie assistance administrative et juridique, et que j'ai contribué à créer le conseil d'administration, à y intégrer, comme vous avez vu, mon passé d'accompagnement des chefs d'entreprise m'a permis effectivement d'aider cette création, de faire des recherches et puis d'aider à la constitution du conseil d'administration. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que, par exemple, vous qui veniez pour promouvoir la Caraïbe, notamment sur le plan économique, comment est-ce que ça a été perçu par les Québécois? Alors, ça a été très bien perçu puisque, notamment, l'espace coworking où nous avions élu domicile a découvert la Martinique à travers notre activité. On a aussi collaboré avec des Antillais à New York. On avait des Guadeloupéens, on avait aussi des Québécois d'origine haïtienne. Il faut savoir que notre trésorier était aussi le conseiller financier du président. Donc, on avait un échange culturel très riche. On avait aussi un Barbadien. Et on a créé la volonté de créer un pont entre des cultures. C'était vraiment ça. Et de pouvoir mettre en place des échanges économiques autres que simplement culturels. Ce séjour au Québec a duré combien de temps? Ce séjour au Québec a duré 4 ans. Et puis après, malheureusement, j'ai dû rentrer. Alors, je ne sais pas si la photo suivante a été prise au Québec. Non, je pense que oui. On va la voir. C'était Inner Wheel, je crois. Donc là, on est à la Martinique. Oui, tout à fait. Je suis rentrée. Et le Inner Wheel, en fait, c'est une ONG qui est parrainée par le Rotary,
Alors, pour faire simple, on dit toujours que ce sont les femmes de Rotariens, puisque les Rotariens, à l'époque, se réunissaient entre hommes. Donc, les femmes se sont dit, on va aussi créer notre club, qui est une ONG donc, internationalement connue, qui œuvre beaucoup sur place pour tout ce qui est, donc, bien sûr, à l'international, mais qui prône aussi l'entraide, l'amitié et bien sûr la solidarité internationale. Là, on est à Casgromoun, donc j'étais déjà fortement impliquée. Je remercie le Innerwill de m'avoir suivi sur cette action pour des paniers bien-être. Alors, il faut savoir que panier bien-être, c'est le mot qu'on a cherché pour... mais en fait, c'est des produits de première nécessité pour les personnes âgées en grande difficulté, en grande précarité. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir en Martinique après ce passage au Québec? La famille, les difficultés, les problèmes de santé, notamment, on verra sur la prochaine photo. Voilà, et c'est pour ça que je me suis impliquée sur, comme je disais, on a des fois des petites choses qui peuvent aider grandement d'autres personnes. Et quand vous êtes revenu, vous avez continué à travailler dans le domaine de la communication, dans le domaine de la... Non, j'ai complètement arrêté. Alors, j'ai aidé d'autres professionnels sur place à notamment développer leur clientèle sur le Canada. D'ailleurs, mon avocat est devenu un partenaire parce qu'il me suivait déjà depuis longtemps. Et donc, j'ai continué donc déjà ici parce qu'il faut savoir que le retour, j'ai privilégié ma famille, mais le retour dans le système français est un petit peu compliqué. Donc voilà, je me suis surtout impliquée essentiellement dans le médical. Donc j'apportais effectivement, je prenais des rendez-vous. Pendant 1 an, j'ai pris des rendez-vous sur une plateforme et j'entendais les gens et leurs difficultés. Voilà. Alors avant de voir la photo dont vous avez parlé, qui est une photo familiale, on va voir une photo la photo d'une conférence à laquelle vous avez participé. Quel partage de pouvoir pour les femmes dans les Outre-mer? Alors là, on reconnaît effectivement la femme engagée, Oui. Et on est sur un autre registre qui est celui, en fait, clairement, du partage du pouvoir. Oui, c'est-à-dire que je remercie Madame Gisèle Bourquin, qui est la présidente de Femmes au-delà des mers, qui est une association qui œuvre depuis très longtemps à Paris, pour créer un fonds documentaire sur des parcours de femmes d'excellence, comme le nom le dit, au-delà des mers, et qui m'a sollicité. Je la remercie puisque c'était le premier forum international des droits de la femme. Et il faut savoir que sans l'intervention de Gisèle Bourquin, les Outre-mer n'auraient pas été représentés dans ce forum international. Et elle m'a sollicité afin que je puisse parler de mon parcours international, parler des difficultés que j'ai pu rencontrer, mais qui m'ont permis quand même des obstacles que j'ai pu dépasser pour pouvoir atteindre et devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et partager justement cette problématique. Est-ce que dans notre société dite patriarcale, il y a effectivement une possibilité d'avoir un partage de pouvoir? Et c'était aussi une reconnaissance pour moi de mon parcours, de mes engagements auprès des femmes, de mes engagements auprès des entrepreneurs, de mes engagements aussi, parce qu'il y a aussi une députée. Donc, il faut savoir que ce forum a été, tout ce qui est ressorti de ce forum a été transmis directement au gouvernement. Vous parliez de société patriarcale au niveau du pouvoir et des postes de décision, mais la société martiniquaise est avant tout une société matriarcale en termes d'organisation. Tout à fait. Et effectivement, aujourd'hui, le combat que mènent certaines, notamment, c'est de rééquilibrer ce pouvoir, en fait, ce pouvoir de décision entre les hommes et les femmes. Tout à fait. Moi, comme on l'a vu dans mon parcours, mon meilleur ami est un homme. J'ai eu la chance d'avoir mes 2 grands-parents. Donc, j'avais aussi cet exemple de partage, de discussion, d'échange. On règle les problèmes ensemble, on en discute ensemble. Et aujourd'hui, on vit avec des hommes et des femmes. Et il faut que des fois aussi qu'on comprenne, nous, en tant que femmes, qu'il faut qu'on assume qui on est et qu'on ose dire les choses sans pour autant les revendiquer. Comme là, on discute, on a un échange et voir ce que l'autre pense. Des fois, tout le monde n'est pas... surtout que la femme, aujourd'hui, chaque homme vient d'une femme et cette éducation est importante pour savoir que que les hommes, l'influence que les femmes ont sur les hommes d'aujourd'hui et de demain. Alors, vous parliez de vos grands-parents, vous parliez des femmes. On va voir justement cette fameuse photo qui a été un petit peu à l'origine de votre retour. Enfin, pas la photo, mais en tout cas la personne qu'on va voir sur cette photo. Allez-y, je vous laisse la décrire. Avec beaucoup d'émotion, je Oui.
Euh, C'est votre grand-mère en l'occurrence. Hein. oui. Excusez-moi. Ouais. C'est ma grand-mère et elle se bat depuis 7 ans contre une tumeur au cerveau. Et même dans la maladie, cette femme continue à me donner des leçons et à me dire je m'accroche et à me dire va jusqu'au bout. C'est votre boussole. C'est ma boussole, mais maintenant c'est plutôt vas-y. Je t'ai donné tout ce que... Et il y a quelque chose, je n'avais pas pris conscience, à part depuis sa maladie, comment j'avais autant été façonnée par elle et par son exemple. Des choses que je fais, même par rapport... Il faut savoir aussi que je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants et il n'y a que des garçons derrière et ça se passe très, très bien. Mais enseignante qui a quand même formé 3 générations sur Saint-Joseph, au collège de Saint-Joseph, et qui a toujours cette facilité à aller vers l'autre. Et c'est aussi véritablement elle qui vous a conduite en fait vers ce que vous faites aujourd'hui, on va le voir dans la deuxième partie, qui est justement d'accompagner les aidants. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'elle a toujours été là pour sa famille d'abord, mais aussi impliquée associativement avec des valeurs de liberté, de justice, de tolérance, d'entraide. Dans l'éducation, on dit toujours, quand vous allez chez quelqu'un d'autre, n'oublie pas de dire bonjour, de dire merci, mais de demander aussi si tu peux aider. Et j'ai toujours effectivement aidé les autres. Pas besoin d'être forcément adhérente à une association, mais dans le quotidien, on peut le faire. Et c'est vrai que j'ai grandi en fait dans les problématiques du vieillissement, de la maladie, mais aussi comment on se soigne, aussi bien avec les médecins qu'avec notre pharmacopée locale. Alors, on va terminer votre parcours, mais bon, on a déjà bien entamé la partie sur votre activité professionnelle avec une photo qui va déjà nous raccrocher à la Bourse Paille. C'est un diplôme, en fait, et c'est assez récent, d'ailleurs. Alors, j'ai voulu mettre ce diplôme parce que la photo précédente, le lien entre la photo précédente, ma grand-mère, et ce diplôme, c'est justement le projet des aidants. C'est-à-dire que ce que je faisais naturellement, alors j'ai pris toutes mes compétences, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des situations, des choses auxquelles j'ai été confrontée qui auraient pu être anticipées. Et à la Bourse Paille, j'ai présenté le projet justement d'accompagnement des aidants, et je remercie Paille, donc l'artiste Paille, et la fondation qu'il a créée, présidée par sa sœur Solène Alpha, puisqu'il faut savoir que de son vrai nom, Paille s'appelle Yoni Alpha, oui. Qu'il est très engagé dans notre pays auprès de notre jeunesse. Et ils ont créé la Bourse Paille, qui est un dispositif qui accompagne non pas des personnes, mais des projets qui répondent à des problématiques de notre pays. Et qui valorise le génie martiniquais, comme lui-même se plaît à le dire. Oui, alors j'ai découvert effectivement ce qui est un génie. On nous a pendant 4 semaines mis dans un bootcamp, donc une formation intensive qui nous a chamboulé dans tous les sens. On a été formés par d'autres génies. Il faut savoir qu'on a des entrepreneurs de talent, des entrepreneurs. On va chercher souvent des exemples à l'extérieur. Et ce diplôme récompense ce qu'on s'est fixé, nous les 15 finalistes, quand même 15 finalistes sur 128 dossiers déposés, 80 recevables, et on est 15 finalistes. La persévérance. Il faut savoir qu'il y a des projets, des Martiniquais de l'extérieur qui sont rentrés proposer leurs projets. Sur 15, on est quand même au niveau au moins 7 à être rentrés. Et on a commencé ensemble et on a décidé de terminer ensemble. On va en reparler tout à l'heure, mais il faut qu'on avance et on passe à la seconde rubrique, Matinique. Gabriel Kounani, on va mettre le pied là, vraiment dans votre activité actuelle, mais avant ça, je voudrais vous présenter une photo qui illustre en fait une notion très très importante dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est la résilience en fait. Et vous avez participé il y a un peu moins de 2 ans, c'était novembre 2020, quelque chose comme ça il me semble, à cet échange, à ce podcast enregistré avec Stéphane Corridon,
sur le thème de la résilience, parce que votre vie vous a conduit à forcément vous appuyer beaucoup sur cette notion de résilience. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ayant été élevé avec des grands-parents, comme je disais, avec une problématique de vieillissement, hein, pas toujours, c'est pas non plus le quotidien, hein, mais je remercie, et c'est excellent que vous ayez choisi cette photo, parce que Stéphane est un copain depuis l'enfance, depuis le collège, et quand je disais qu'on gardait les liens, et justement, je remercie la technologie Facebook et LinkedIn notamment, qui nous permettent de mettre en avant nos compétences et notre parcours et de pouvoir être contacté par un copain et de pouvoir dire ton expérience peut servir à d'autres personnes, peut être un exemple pour d'autres personnes. Et c'est en ce sens que Stéphane m'a contacté pour pouvoir partager mon expérience dans tous les domaines de la vie, comment j'ai construit et qu'est-ce que la résilience pour moi. Et la résilience, c'est clairement cette capacité en fait à faire face souvent à des événements douloureux, à rebondir ensuite et à redémarrer souvent de façon plus forte, plus puissante. Oui, on en ressort toujours grandi. La résilience, en fait, c'est... alors, il y a de la résilience dans le personnel, mais il y a la résilience aussi professionnelle qui a été souvent traitée par Boris Cyrulnik, hein, que vous pouvez largement trouver une large bibliographie sur ce sujet. La résilience, c'est la capacité à surmonter des événements douloureux de sa vie et effectivement à rebondir, mais c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Et là, ce qu'on avait mis en avant, c'était justement ma capacité à pouvoir mener de front mon combat au quotidien d'accompagnement de mes parents et ma carrière à l'international. Oui. Et on va le voir aussi à travers Orgazen, qui est la structure que vous avez créée. Et on va démarrer avec deux visuels. On va les voir l'un à la suite de l'autre, qui sont assez chocs, on va dire. Donc vous les avez derrière moi. Donc ce premier visuel qui annonce clairement la couleur dans le domaine des aidants, qu'ils soient bénévoles ou salariés. 78% des aidants impactés au travail, c'est énorme. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Martinique, alors déjà, un aidant, parce que tout le monde n'a pas là, je vais juste préciser qu'un aidant, c'est une personne, par choix ou par défaut, qui accompagne un proche, alors un enfant, un conjoint, un parent, en perte d'autonomie du fait de la maladie, de l'âge ou du handicap. Donc, voilà. Et en Martinique, on parle souvent de 10 000 aidants et il faut savoir qu'on est déjà assez sous-estimé puisqu'on ne sait pas soi-même qu'on est aidant et que c'est un statut reconnu. Parce que la plupart des aidants sont souvent des membres d'une même famille ou des voisins, voilà, des personnes qui ne savent même pas effectivement qu'elles le sont. Voilà, je peux être aidant de M. Cromwell parce qu'il est isolé et que pendant les barrages, par exemple, on ne pouvait pas toujours arriver, que je peux vous donner régulièrement à manger ou prodiguer ou faire attention tout simplement à vous, ou régulièrement vous faire des courses. Hein. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est naturel, sauf que c'est un statut qui est reconnu et qui ouvre à des droits, puisqu'il faut savoir que les salariés, on a tous une activité, hein, que ce soit chef d'entreprise, et que les salariés disent que l'aidance impacte à 78% leur travail. Et on va avoir un autre visuel qui, lui, est encore plus inquiétant, je dirais plus alarmant, mais nous met bien en face d'une réalité, c'est que les aidants, aider, c'est épuisant, et ça donne le résultat qu'on voit, un aidant sur 3 meurt avant l'aider. Oui, le boulevard, comme on dit, au boulevard des allongés, on est un peu nombreux et ça ne va pas s'arranger, puisqu'il faut savoir qu'on a 73 000 personnes en situation de handicap, il y a 50 000 de ces personnes qui sont aidées par les familles, que les gens sont épuisés, manque d'informations, manque de formation, alors qu'en Martinique, on a les ressources. Juste pour le vieillissement, il y a 117 entreprises et une quinzaine d'associations. Donc on a les ressources, sauf que des gens continuent à mourir, ou dans 60% des cas, ceux qui ne meurent pas développent des cas de surmorbidité. Comme moi-même, j'ai un cas de surmorbidité. Mais quand c'est bien pris en charge, je suis survécu au Covid sans problème. Et c'est tout ce contexte social, sociétal en Martinique, mais aussi votre parcours personnel qui vous a conduit à créer Orgazen, donc, qui est une structure qui accompagne les aidants. Oui, alors Orgazen intervient auprès des particuliers et des professionnels. Les particuliers, notamment en prévention, à travers des réunions d'information, puisque c'est des situations qu'on peut prévenir et ne pas subir. On va tous vieillir, on le sait, c'est inéluctable, mais on n'est pas tous obligés de
de finir Alzheimer ou voilà. Par contre, effectivement, un accident, ça ne prévient pas, mais si on a effectivement mis en place une procuration sur son compte, des fonds d'urgence, qu'on a tout simplement mis aussi ces directives anticipées. Vous partez vous faire opérer, vous avez besoin de vos directives anticipées. Donc, on a la possibilité de ne pas faire face à une croyance limitante qu'on a en Martinique. Ah oui, si je parle de ça, ça va me précipiter dans la tombe. Non, ça va tout simplement vous permettre de mettre à l'abri vos proches. Et puis, malheureusement, il y en a aussi beaucoup qui sont isolés, qui n'ont pas de famille. Donc, avoir des documents qui permettent de vous dire, de faire savoir si vous arrive quelque chose, à ce que vous voulez, comment vous voulez finir votre vie, si vous n'êtes plus dans la capacité de parler. Donc, c'est ça qu'Orgazen fait. Et pour les sociétés, particulièrement ce qu'on fait, on aide les sociétés à savoir quels sont les aidants qu'ils ont, à les former parce que c'est plus un levier, un atout stratégique que des gens à mettre au placard. Et on les aide en fait à monter en compétences et à ne pas faire que les aidants aient un impact négatif sur leur activité. Quand on parle des aidants, on pense souvent aidants envers des personnes âgées, mais il y a aussi d'autres formes d'accompagnement, et notamment pour les personnes handicapées, par exemple. Oui, tout à fait. Il faut savoir en fait que souvent en Martinique, parce que la Martinique sera dans 8 ans le premier département le plus vieux de France, alors il y a déjà 97 000 seniors selon l'INSEE, auxquels vont s'ajouter 145 000 de plus d'ici 8 ans. Donc c'est vrai que c'est une priorité de notre politique locale parce que c'est un problème à prendre en conséquence et à anticiper. Mais il y a, comme je le disais, les pertes d'autonomie sont sectorisées effectivement par le handicap. Il y a 73 000 personnes en situation de handicap. Alors, il faut savoir que handicap, ce n'est pas comme moteur. Ça peut être une personne qui a un problème psychologique et de la vue, parce que souvent, on pense à quelqu'un d'handicapé. Moi, j'ai eu la chance de croiser au centre de gestion agréé une personne handicapée qui a été charmante et qui m'a accueillie, qui est à l'accueil. Donc, voilà, il y a des handicapés aujourd'hui qui sont aussi actifs. On va avoir une autre photo, Gabrielle, où là on vous voit en tant, je crois, qu'assistante des professionnels de santé. Alors expliquez-nous, ça a un rapport avec Orgazen? Oui, en fait, alors j'aurais pu me dire, tu es aidant, reste chez toi, occupe-toi de ta mamie. Une fois que ma grand-mère et mon grand-père ont été pris en charge, puisque mon grand-père, malheureusement, fait partie des statistiques, puisque un aidant sur 3 meurt avant l'aider. Mon grand-père est décédé, j'ai vu l'impact de la maladie de ma grand-mère sur lui, donc il est parti en janvier. Et pendant 1 an, donc quand je suis rentrée en Martinique, j'ai travaillé sur une plateforme qui donc c'est du secrétariat externalisé pour les indépendants et notamment les professionnels de santé. Et pendant 1 an, je prenais des rendez-vous à raison de à peu près 150-200 du lundi au vendredi, personnes. Donc, c'est notamment en radiologie. Donc, j'étais confrontée à tout ce qui est IRM, scanner, rendez-vous. Et j'étais aussi confrontée à des problématiques au-delà des rendez-vous. Ma mère a Alzheimer, mais je suis sur Paris. Donc, c'est pour ça qu'Orgazen s'implique aussi pour les Martiniquais expatriés. Elle sera seule parce que ma sœur est enceinte et ne sera plus à la maison. J'ai entendu des problématiques de transport, comment je vais faire pour aller aussi me rendre. Donc, les gens ne savent pas qu'en passant par le médecin, un bon transport. Donc, pendant 1 an, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule et que j'avais justement des connaissances par rapport à mon expérience, puisque j'ai vécu le diagnostic jusqu'à la mise sous tutelle, puisqu'on n'était pas sur place. Donc, j'ai vécu tout ça et toutes les informations que j'avais, je me suis rendu compte qu'elles étaient utiles à d'autres personnes par rapport aussi à mon expérience de bénévolat avec le RINEREL auprès de Cas Grand Moun. Cas Grand Moun faisait régulièrement aussi des séminaires pour expliquer ce qui amène à l'Alzheimer et maladies apparentées. Et c'est de là qu'est née en fait l'idée de créer Orgazen et de pouvoir apporter de façon encore plus structurée des informations à ces aidants, surtout qu'elles existent. Et on va voir une affiche d'ailleurs que vous avez, d'une conférence que vous avez organisée avec la Bourse Paille. Tous aidants, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, on est amené à devenir soi-même aidant. Alors, il faut savoir que le statut d'aidant, comme je le disais, par défaut ou par un choix, nous concerne tous. Un conjoint, un enfant. Et l'objectif, c'était de dire que nous-mêmes, on ne devienne pas des aidés, si on ne prend pas soin de soi. Et je remercie la Bourse Paille et ses partenaires et les coachs pour leur soutien, parce que ça a été organisé en 48 heures et on a pu l'annoncer à la radio.
aussi bien en présentiel, mais aussi en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, puisque des fois, les aidants sont aidants à temps plein, ils ne peuvent pas laisser le malade. Et je suppose que votre expérience vous a montré qu'énormément d'aidants, en fait, ne sont pas au courant de tout ce qui existe, à la fois en termes de statut pour eux, mais aussi en termes de dispositifs. Oui, et puis il y a aussi les entreprises elles-mêmes. Les entreprises ne savent pas qu'eux-mêmes sont aussi les premières ressources en interne, qu'ils ne sont pas au courant tout simplement qu'ils ont des droits, droit au répit, droit à la formation, droit à des dons de congés. Il y a depuis 2015, la loi, donc, notamment dans le code social et de la famille qui définit très bien ces droits et ce statut, et puis surtout des aides financières. Parce que c'est aussi un problème, les aidants souvent laissent leur travail. Moi, j'ai des personnes qui sont aidants à temps plein parce que les trisomiques adultes n'ont pas de structure pour être accueillis. Oui. On va voir une dernière photo parce que vous n'êtes pas seul à Orgazen. Avec Katie Girard, oui, qui est votre associée en fait. Tout à fait. Et là, c'est à l'occasion du gala de la Bourse Paille, du gala final. Tout à fait. Il faut savoir que... on voit ma tête. Mais je ne suis pas seule. Effectivement, on ne réussit jamais seul. De toute façon, quand on est aidant, il faut savoir qu'il y a tout un écosystème à mettre en place. Il faut le mettre, sinon on bascule soi-même. Et Katie, que j'avais présentée sur la photo de Martinique Entreprise, au premier networking, donc ça fait 10 ans déjà qu'on se connaît, donc on s'est connus effectivement dans le monde professionnel et ses compétences en communication, sa personnalité, sa résilience aussi elle-même, parce qu'elle est très impliquée, très organisée. J'ai toujours mis en avant son organisation parce qu'elle est mère de famille, elle est impliquée socialement, bénévolement, au Inner Wheel, elle est femme, elle est aussi salariée et son organisation j'ai toujours été fan et donc c'est naturellement qu'on a continué à garder le contact et que je lui ai proposé de devenir mon associée. Donc quand je mets cofondatrice à la Bourse Paille, on s'attendait à un gros gaillard et tout, j'ai dit mais non, voilà. Et je remercie Katie pour sa confiance depuis tant d'années et son assistance et son amitié. Alors Orgazen en est à ses débuts, hein, on peut le dire. Comment est-ce que la structure aujourd'hui s'implante et se développe? Alors, Orgazen, effectivement, existe depuis septembre 2021, a subi, comme aime à dire une collègue de la Bourse Paille, une transformation chirurgicale par rapport au coach et à l'accompagnement de la Bourse Paille, que je remercie encore. Et on est le premier cabinet en organisation et accompagnement des aidants de Martinique et expatriés. Donc là, on est en cours de restructuration puisque cet événement de la Bourse Paille nous a permis de valider notre offre, de pouvoir l'ouvrir aussi aux professionnels. Et en septembre, on va aussi proposer des formations en plus de notre accompagnement. Donc on est en cours de mise en place des nouvelles choses puisqu'on s'est vraiment recentré sur la partie assistance administrative, aide à l'organisation au quotidien, puisqu'il y a la vie privée, la vie personnelle, à laquelle encore vient s'ajouter la vie d'aidant il faut compter entre 7 et 20 heures par jour. Vous le disiez, hein, la société martiniquaise vieillit et la Martinique, effectivement, sera le territoire français le plus vieux d'ici quelques années, le plus âgé, on va dire, d'ici quelques années. Comment est-ce qu'on arrive à faire entrer en fait cette nécessaire réflexion, cette nécessaire organisation et prise en compte de la Silver Society, la Silver Economy, en fait, quand on crée quelque chose de relativement nouveau, en fait? Alors, il faut savoir que on a tous un rôle à jouer. Alors, on est tous aidants, mais on a tous un rôle à jouer. On m'a posé une question lors de la finale. Est-ce que je viens en concurrence? Je ne viens pas en concurrence. Je viens, comme je le dis depuis le début de l'émission, les ressources sont là. Et il faut savoir aussi entendre, et je suis là, comme disait Césaire, pour être la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, pour amplifier cette voix des aidants et dire, malgré les infrastructures, malgré tous les efforts qui sont faits, l'information n'arrive toujours pas et je me veux juste être un lien. Là, on voit juste Katie, mais il faut savoir que j'ai aussi des partenaires.
un avocat, Maître Placide, qui m'accompagne sur toutes les problématiques de tutelle, de droit de la famille que les personnes auxquelles sont constatées. J'ai aussi des psychologues. J'ai eu la chance de rencontrer la présidente de l'association des psychologues. Donc, il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place parce que la Bourse Paye m'a permis de faire comprendre qu'on a tous un rôle à jouer. Même ce soir, le fait que je sois mise à l'honneur me permet de faire savoir que nous avons tous une pierre à jouer parce que malheureusement, nous vieillissons tous. Oui. Il y a déjà des efforts qui sont faits. C'est vrai qu'on axe le propos sur une politique sur le vieillissement parce que c'est l'urgence et puis qu'on vieillit et qu'il faut aussi prévenir ça pour dire qu'il ne faut pas qu'on finisse comme ça. Mais il y a des acteurs qui font déjà. Moi, je suis juste là pour dire, par rapport à mes compétences en communication, je vais faire savoir. Et la Bourse Paye m'a permis encore de monter en compétences et de me rappeler cette carte digitale, mais d'être accompagnée aussi par e-consulting pour pouvoir me montrer que dans le digital, je pouvais encore aller plus loin pour pouvoir transmettre au plus largement. Ouais. Alors on précise, pour tous ceux qui seraient intéressés par vos conseils, qu'Orgazen est sur Facebook et également sur Internet. Oui. Orgazen. SAP.com. OrgazenSAP.com. Gabriel Kounani, on arrive à la dernière rubrique, la rubrique politique. Alors, on ne va pas parler de politique politicienne, on va parler plutôt de politique d'action. Alors, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas d'un certain nombre d'éléments, de situations sociales qui aujourd'hui nous conduisent effectivement à nous poser beaucoup de questions, entre autres dans la prise en charge du grand âge. Et on va voir une première affiche qui concerne notamment l'accompagnement des personnes âgées. Et c'était un événement qui a été organisé par la CTM. Oui, donc 2 jours avant la finale de la Bourse Paye, il faut savoir que donc, le 5 avril, c'est un événement qui est régulier, hein, ce n'est pas la première fois, c'est comme c'est présenté les rendez-vous du mardi. La CTM organise gratuitement, je le redis, gratuitement, accessible à tous, à l'Atrium. Donc il y a de la place pour recevoir beaucoup de monde. Des rendez-vous d'information avec plusieurs acteurs locaux pour pouvoir informer la population, notamment ce 5 avril, de 9h à midi. Donc, ils prennent vraiment le temps d'informer, notamment là, sur le dispositif de l'APA, donc qui est sur l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est accessible selon les ressources et qui permet d'avoir accès, comme je le disais, à un certain nombre de droits au répit, l'aide ménagère, le portage du repas, enfin, selon les besoins de la personne aidée. Et il y avait toute cette réunion d'information pour savoir comment accompagner nos aînés, ce qui existe, et comment le financer aussi. Parce que là aussi, ce sont des dispositifs qui existent, mais auxquels on n'a pas forcément accès, ou alors dont on n'est pas au courant, tout simplement. Alors, des fois, les gens sont au courant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, comme je le disais, un écosystème qui m'a informée, d'avoir aussi un médecin traitant qui m'a orienté, ou tout simplement le conseiller financier de ma grand-mère aussi, qui m'a un petit peu expliqué les choses. Il faut savoir que la problématique, c'est que les gens, on est tellement, quand on est dans sa réalité, ses problématiques, qu'on n'a pas, le CLIC est là pour informer, les CCAS au niveau des communes sont là pour informer. Il faut aussi taper aussi sur Internet. Il y a des personnes qui sont les assistantes sociales sont là à disposition, ou tout simplement vous allez aussi, il faut savoir qu'il y a le CHUM peut aussi au niveau des urgences informer quand on a besoin d'assistance psychologique. Donc il y a tout un écosystème qui existe en Martinique et que voilà, on n'y pense pas, mais qui existe. Et quand on parle effectivement d'allocation personnalisée d'autonomie, quand on parle effectivement des personnes âgées, du grand âge, il y a justement cette notion de perte d'autonomie qu'on va voir à travers la prochaine photo. Cette perte d'autonomie qui est malheureusement une réalité de plus en plus prégnante en Martinique. Alors, cette perte d'autonomie arrive soit par accident, donc notamment Solène Alpha, la sœur de Paye, disait qu'elle-même, elle est devenue aidante du jour au lendemain. Là, il faut savoir que, donc on parlait tout à l'heure de la CTM, là c'est l'IORCOM, donc
qui accompagne notamment les salariés. L'IRCOM n'est pas là que pour collecter pour les indépendants. Donc, il faut savoir que l'IRCOM propose la prise en charge des activités, aussi bien du répit aussi, pour les personnes salariées, les personnes âgées. Donc, propose aussi des activités telles que le yoga ou des ateliers de cuisine avec Tati Maryse, pour pouvoir garder, justement, on parlait de prévention, prévenir cette perte d'autonomie quand elle n'est pas accidentelle et tout. Mais on peut bien vieillir en Martinique. Moi, mon grand-père est décédé à 96 ans. Il avait toute sa tête. Hein. Donc, on n'est pas obligé de pas marcher ou quoi que ce soit. Surtout qu'on a la mer. Donc, on a des atouts. Il y a la Jet Ski Academy qui prend en charge depuis peu qui a proposé la prise en charge d'enfants en situation de handicap. Donc, on a des choses qui se font en Martinique et n'hésitez pas à contacter l'IRCOM ou à aller sur le site. Et c'est justement par des partenaires de la Bourse Paye que j'ai connu cette autre pente des activités de l'IRCOM. Donc, comme je dis, c'est encore le réseau et les gens qui font la démarche de vous partager une information pour que ce soir, je puisse la partager au plus grand nombre. Et en tant que gérante d'Orgazen, mais aussi en tant que Martiniquaise impliquée, vous avez poussé l'information jusqu'au bout, puisqu'on va voir la dernière photo qui, elle, nous ramène en fait à la résilience, hein, effectivement, avec ce dispositif qui a été mis en place par Amélie et la Sécurité sociale. Alors, oui, il faut savoir que depuis le 5 avril, donc c'est récent, hein, alors, j'ai choisi une photo parce qu'il fallait en choisir effectivement une. Il y a une prise en charge, alors passant par le médecin comme moi, comme je l'ai dit, moi je suis passée par le médecin traitant hein, pour les problématiques avec ma grand-mère, savoir comment être orientée. Donc la Sécurité sociale prend en charge 8 séances sur l'année qui sont remboursées. Il y a 1000 médecins sur toute la France et déjà 2 médecins en tout cas. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait quand même 2 psychologues sur la Martinique qui étaient référencés. Oui, parce que ce sont des séances d'accompagnement psychologique. Oui, parce qu'il y a, alors, pour les enfants, il faut savoir que aussi les familles sont impactées. Alors, ça peut être des problèmes par la situation des dents, ça peut être le problème dans le couple, ça peut être les enfants aussi qui sont impactés. J'ai des retours comme ça d'un client qui m'a dit que ses enfants aussi sont aussi impactés. Oui, parce que ça peut être aussi les conséquences du Covid, par exemple, de ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Tout à fait. Il faut savoir que moi, j'ai eu le Covid. Si ma grand-mère était encore à domicile, qu'est-ce qu'on fait? Quand ma grand-mère a commencé à ne plus se souvenir, à perdre la mémoire immédiate et ne pas se souvenir, par exemple, que sa mère était décédée, j'aurais bien aimé avoir une séance pour pouvoir... je ne lui ai pas dit, mais non, mamie, qu'est-ce que tu racontes? Surtout pas. Mais alors, ce n'est pas... L'association, j'ai rencontré la présidente de l'Association des psychologues de Martinique qui est contre ce principe pour des pathologies beaucoup plus importantes qui nécessitent un accompagnement plus long. Effectivement, puisqu'il faut savoir que l'année d'après, vous devez revenir, mais avec un autre problème. Donc, je comprends tout à fait ce qu'elle dit. Mais dans la situation des aidants, ces 8 séances, on n'a pas toujours besoin de plus. Moi, j'ai eu un accompagnement psychologique parce qu'il y a 2 ans, ma grand-mère a été déclarée en fin de vie. Donc, j'ai eu le réseau Rouspel qui est devenu la DAC aujourd'hui. Mais j'aurais bien aimé avoir... Moi, je n'avais pas besoin de plus. Donc, il faut savoir que ça peut être adapté parce qu'avant, il n'y avait rien. Oui. Voilà. Il fallait débourser. Les aidants n'ont malheureusement pas cette somme. Alors, on précise aux téléspectateurs de Zitata qu'en allant sur orgazensap.com, tout à fait. En allant sur le Facebook également d'Orgazen, il y a toute une série d'informations dont ils peuvent bénéficier. Et puis, bien entendu, ils pourront, s'ils le souhaitent, vous contacter pour être accompagnés. Gabrielle Konali, merci beaucoup d'avoir retracé 52 minutes, ça passe très très vite, hein, oui. D'avoir retracé avec nous votre parcours. Félicitations pour votre engagement. Merci beaucoup. Je sais que c'est un engagement que vous faites avec le cœur. Oui. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Première diffusion de C'est a fait nous le mercredi 20h avec plusieurs rediffusions. Vous pouvez aussi revoir nos émissions sur la page YouTube de Zitata TV. Très bonne soirée ou très bonne journée à tous. Au revoir.